Vous savez, d'abord, le mot multilatéralisme est extrêmement ambigu parce qu'il peut désigner pour beaucoup de gens le système de l'ONU, par exemple. Il peut également signifier à l'intérieur de l'Alliance Atlantique le mode de fonctionnement, de prise de décision, mais il est également très adapté pour décrire la façon dont les choses se passent, les décisions se prennent sur tous les plans de l'intérieur de l'Union européenne, par exemple. Donc c'est un mot très imprécis, mais il faut bien voir que le multilatéralisme mythique, c'est-à-dire autour de l'ONU, sous le leadership des États-Unis, c'est un mythe. Pensez bien que les Chinois, par exemple, ne vont pas se mettre à suivre les États-Unis. Et je crois que c'est un mot qui camoufle également une réalité, la réalité politique, que les grandes puissances, je fais exprès d'employer ce terme, ou les moyennes puissances, cherchent à se constituer des zones d'influence. Et ceci est une tendance que l'on voit très très nettement. Donc la réponse à la question, c'est que c'est une vaste question et qu'il y a place pour des analyses à plusieurs niveaux, mais je suis de ceux qui pensent que la notion de zone d'influence doit être réhabilitée, en ce sens que ça redevient une réalité. Nous avons eu une séquence diplomatique au mois de juin qui est extrêmement intéressante. Je crois que les États-Unis cherchent à rallier sous leur bannière certainement tous les États réputés démocratiques, ce qui pose d'ailleurs problème parce que certains des États, par exemple, de l'Alliance Atlantique ne sont pas particulièrement démocratiques. Je songe bien sûr à la Turquie et à l'intérieur même d'ailleurs de l'Union européenne, certains problèmes se posent. Toujours est-il que les États-Unis veulent rallier sous leur bannière l'ensemble des pays qui sont supposés être de leur côté pour contrer la montée de la puissance chinoise. Et je crois que l'ambition effective des États-Unis, c'est de transformer progressivement l'Alliance Atlantique en une alliance anti-démocrature, le mot démocrature désignant aussi bien la Chine que la Russie, par exemple. Et je pense également que beaucoup de pays, même démocratiques, et une bonne partie des pays européens, par exemple, ne souhaitent pas cette transformation parce que, jusqu'à nouvel ordre, la Chine ne constitue pas une menace sur l'Europe. Il faut donc retourner à la définition même, à la vocation même de l'Alliance Atlantique. Et je pense que cette question va prendre une importance croissante dans les années qui viennent. D'une manière générale, si vous parlez de la sécurité d'un pays, un des concepts stratégiques les plus basiques, c'est le concept de flanc, c'est-à-dire les zones ou les pays qui entourent le pays en question. Par exemple, si vous êtes polonais, vous avez un flanc est qui est évidemment la Russie, un flanc ouest qui comprend par exemple l'Allemagne, un flanc nord qui comprend les pays scandinaves, et un flanc sud qui comprend une bonne partie de l'Europe. Bien. Alors, si vous raisonnez sur l'Union européenne comme si c'était un pays, on voit bien que l'on a un flanc est qui comprend essentiellement l'Europe orientale, le reste, disons, de l'Europe orientale et la Russie, et vous avez un flanc nord, un flanc ouest, je passe, et un flanc sud, et ce flanc sud, il comprend toute la région d'Afrique du Nord, Moyen-Orient. Et d'ailleurs, il se prolonge vers le sud jusqu'au fameux Sahel, puisque le Sahel, c'est le sud du Sahara, c'est la rive sud du Sahara, étymologiquement d'ailleurs. Par conséquent, si vous raisonnez sur l'Union européenne, je répète, comme si c'était un pays unique, il est parfaitement clair que le flanc sud
est d'une importance particulière parce que l'essentiel de l'immigration, par exemple, vient de cette région. Une bonne partie de ce qui alimente le djihadisme vient de cette région. Remarquez que je n'établis pas de relation de causalité entre l'un et l'autre, mais enfin qu'il y ait une corrélation, en revanche, est tout à fait claire. Et donc, cette région, Afrique du Nord, Moyen-Orient, prolongée jusqu'au Sahel, est effectivement absolument majeure pour le flanc sud de l'Europe. Et d'ailleurs, pour une illustration très simple, c'est que le djihadisme, pour l'instant, est en train d'atteindre, de grignoter sur le golfe de Guinée. Et le golfe de Guinée, c'est aussi un élément géostratégique extrêmement important dans la relation entre l'Europe et l'Afrique. Donc tout cela se tient tout à fait. Alors maintenant, ayant dit cela, il est très clair aussi que l'Union européenne ne forme pas un pays. Je vous ai dit au début, si l'Union européenne était un pays, voilà ce qu'on pourrait dire. Et donc toute la question, je crois, des années qui viennent, c'est de savoir si les différents membres de l'Union européenne perçoivent leurs intérêts de la même manière. Il est clair que si vous êtes polonais, la question du Sahel est un peu plus abstraite que si vous êtes français ou espagnol. Donc ces questions de perception, cette question plus généralement de définition d'un intérêt proprement européen est en effet l'une des questions majeures pour la poursuite de la construction européenne et pour l'arrivée, je dirais, à sa maturité géopolitique.